La politique 2.0, c'est l'intitulé donc de votre intervention. Tout à fait. Alors, rebonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout, la politique 2.0, on a constaté depuis des années maintenant que ce n'est plus l'apanage exclusivement des Américains ni des Français, c'est partout pareil. Aujourd'hui, maintenant, en politique, on intègre la notion des réseaux sociaux et ça marche. Tout à fait. Alors, la politique, comme elle se concevait autrement, on va dire avant, c'était plus les médias classiques, télévision, radio, affichage, etc., donc qui avaient, on va dire, qui avaient l'exclusivité réellement donc de servir de plateforme pour les politiciens quand ils avaient besoin bien sûr de s'adresser aux populations ou alors à leurs concitoyens. Mais aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps et malheureusement, on va dire, enfin heureusement bien sûr, avec Barack Obama à partir de 2008, donc la politique en fait prend une autre tournure parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet et il y a la possibilité réellement donc de pouvoir communiquer, de pouvoir savoir en fait le comportement de, on va dire, du citoyen. C'est-à-dire que les techniques qui ont été employées en fait dans marketing jusqu'à présent vont être employés en fait au niveau de la politique. Ça va donner en fait la politique 2.0 ou alors si on veut démocratie 2.0. Alors pour un peu illustrer ça, on a une petite vidéo pour illustrer voilà, tout cela et mieux comprendre quand bien sûr on est dans la conquête en fait du pouvoir. Donc une petite vidéo et on revient tout à l'heure. Dans une élection, chaque voix compte. Il faut donc connaître l'électeur et adapter son discours pour le convaincre. Dans les années 50 aux États-Unis, l'homme politique devient un produit et l'électeur une cible. Sondages et spots télé sont les outils du marketing politique. En 2008, la campagne d'Obama marque un tournant. Il utilise massivement les réseaux sociaux et surtout le big data. Cette énorme masse de données extrêmement diverses et précises. Elles peuvent être publiques, comme les listes électorales, ou d'ordre privé, des informations collectées par des entreprises via les réseaux sociaux, nos achats en ligne ou l'historique de notre navigation qui révèle nos habitudes et nos goûts. Une fois croisées et compilées dans des super logiciels, elles établissent le profil détaillé de chaque citoyen et les classent en groupes et sous-catégories. Les célibataires technophiles, les seniors éco-responsables ou les familles branchées culture par exemple. Obama avait fiché 220 millions de personnes, soit la quasi-totalité du corps électoral, en croisant sa propre base de données avec des informations commerciales, ethniques ou religieuses. Ces équipes ont pu identifier les indécis ou les électeurs déjà acquis au camp opposé dans un but, définir les zones de campagne prioritaires et faire du porte-à-porte chez des citoyens indécis en adaptant l'argumentaire en fonction de leur profil. Donald Trump et Hillary Clinton ont aussi utilisé ce type de technique, tout comme Nicolas Sarkozy en 2016. Pour la présidentielle 2017, plusieurs candidats se sont équipés de super logiciels qui gèrent leur base de contacts et démarchent des électeurs grâce à des mails thématiques et ciblés. En Europe et en particulier en France, les lois sur la protection des données individuelles encadrent l'exploitation du big data. Les citoyens doivent théoriquement donner leur accord pour chaque donnée personnelle utilisée, mais en pratique, ces règles sont parfois contournées. Ouais, Alors, ça, clair, reportage très édifiant, un peu terrorisant également, terrifiant je dirais, parce qu'on se rend compte que finalement on n'a plus de vie privée, parce que les moindres informations qu'on donne sur Internet pour un quelconque achat, pour un quelconque réseau social, toutes ces informations sont recoupées, regroupées et servent à d'autres fins. Alors, tout à fait, c'est pour cela que de plus en plus la réglementation encadre en fait la protection des données à caractère personnel. Pourquoi? Parce que quand vous allez chez votre médecin, il vous prend vos données personnelles, votre banque vous prend vos données personnelles, votre on va dire fournisseur d'accès à Internet, etc. Et tout cela. Et à un certain moment, on est bien obligé de les protéger parce qu'on peut les utiliser, je vais dire, contre vous. Ou alors on peut les utiliser quand vous ne l'avez pas, par exemple, demandé. C'est pour cela que chez nous, ici, par exemple, c'est l'ARTCI qui gère cela. En France, donc, on a vu tout à l'heure donc, le CNIL qui gère tout cela. Et ça permet en fait de préserver la liberté des gens, tout en préservant, bien sûr, quelquefois, non seulement leur droit à de dire moi, je ne veux pas je veux pas être fichier, je ne veux pas, par exemple, qu'on puisse suivre mes traces ou alors mes données parce que ça m'appartient. Mon groupe sanguin, mon nom, mon numéro de téléphone et tout ça, ce sont mes données personnelles. Alors, on l'a dit, hein, c'est très usité dans les pays dits policés, dits nantis, dits développés, mais de plus en plus, ça vient. Est-ce que c'est des notions qu'on peut intégrer chez nous, sur notre continent ou principalement en Côte d'Ivoire?
Alors, on peut l'intégrer... Est-ce que vous voyez un politicien ivoirien intégrer tout ça dans sa stratégie et qu'elle soit payante? Est-ce que nous, on a le feeling pour intégrer ça dans nos habitudes de tous les jours? Alors, la politique, comme on l'a dit, c'est dans un environnement, c'est avec des règles, mais c'est également, on va dire, avec des citoyens. Ici, nos citoyens, en ce moment, quand on dit, par exemple, qu'on a un taux d'analphabétisme qui est encore élevé, l'accès Internet, c'est pas forcément... Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, ça se développe. Donc, il faut mettre en place, en fait, tout un écosystème et avoir une maturité numérique qui permette donc à la Côte d'Ivoire de dire, on a des données qui sont des données fiables, on a la possibilité de les utiliser pour faire, en fait, de la politique. Et ça, c'est en train de se mettre en place parce que, comme je l'ai dit, il y a les opérateurs, il y a l'écosystème et il y a également les politiciens. Il faut qu'ils comprennent... La matière. Parce que même les politiciens aujourd'hui, chez nous, c'est maintenant qu'ils sont en train d'intégrer tout ce qui est réseaux sociaux. Quand vous regardez, quelquefois, quand vous avez des élections, on attend juste que peut-être que la campagne arrive pour qu'un politicien puisse créer une page Facebook ou Twitter. Et une fois que la campagne est finie, voilà, le politicien ne revient plus dessus. Vous avez des gens qui sont quelquefois avec des pages de fans ou alors des députés, et même on va dire des maires, des ministres même qui se retrouvent quelquefois avec 1 millier ou plus 5000 donc, fans. Quand vous avez besoin de faire de la politique, d'interagir, c'est-à-dire la politique 2.0, c'est la possibilité pour vous non seulement de faire votre politique, d'avoir vos actions, votre discours politique qui puisse toucher vos concitoyens, mais bien sûr qu'ils puissent faire leur feedback et interagir avec eux. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas vraiment le cas sur beaucoup de plateformes qu'on a, mais ça doit se mettre en place parce qu'au début, les politiciens n'avaient pas compris la nécessité réellement d'intégrer la notion de 2.0. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre, mais c'est timidement, c'est juste Twitter, Facebook et quelquefois même encore quand on crée, donc on laisse les informations ça et là et on ne surveille pas toujours forcément sa réputation donc, sur Internet. Voilà. Est-ce que cette stratégie est toujours gagnante? Vous l'avez dit, vous avez cité en exemple Barack Obama. On sait qu'il a soutenu Hillary Clinton pour les élections américaines, les dernières élections en tout cas. Est-ce qu'elle a utilisé cette méthode-là parce que finalement elle n'est pas passée? Tout à fait. Alors, on va dire dans la sphère politique américaine, c'est tout à fait fréquent donc, de savoir qui est mon électeur, comment est-ce que donc, je peux le toucher, parce que là-bas, non seulement vous avez le contact, la proximité donc, physique, mais également donc, la proximité virtuelle. Ça veut dire que là-bas, les politiciens n'ont pas, c'est pas le schéma classique qu'on a quelquefois en Afrique. Vous avez par exemple Barack Obama qui, quand lui veut s'adresser aux Américains, n'a pas besoin donc de passer à la télévision nationale. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la télévision nationale aux États-Unis, n'a pas besoin forcément donc de passer à la télévision nationale. Et c'est quelquefois sur son compte Twitter, sur son compte Facebook ou alors en direct. Donc voilà, sur Facebook, c'est pareil aujourd'hui pour Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump dit ceci, c'est son secrétaire donc chargé de la presse a dit il y a une semaine lors d'une conférence de presse, considérer que toutes les déclarations donc, de Trump, justement sur Twitter, sont des déclarations donc, officielles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un tweet représente donc la déclaration, la position officielle, par exemple, des États-Unis parce que Trump l'a dit. Mais voilà. C'est vrai qu'on parle de ce côté fédérateur, ce côté inquisiteur, entre guillemets, et puis aussi ce côté qui vraiment donne beaucoup d'informations. Mais, on ne le dira jamais assez, c'est un couteau à double tranchant. La preuve avec Trump, avec M. Trump, tout à fait. président des États-Unis, qui parfois crée la controverse. Alors, je pense que le président américain, donc Trump, a bien compris réellement comment fonctionne aujourd'hui l'environnement, on va dire, de la politique 2.0. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la tendance. Comme je dis, nous, aujourd'hui, on est encore accroché à la notion donc, de télévision publique. Il faut que le président parle à la télé, à la radio, etc. Eux, non. Ils se sont dit, il faut que nous... Ils ne sont plus à ce niveau. Ils ne sont plus à ce niveau. C'est eux qui insufflent, en fait, si vous voulez, la dynamique en fait, aux médias et aux journalistes. C'est eux qui décident, en fait, de l'agenda, de ce qu'ils veulent faire réellement, donc, de la politique, de la vie. Donc, un tweet, par exemple, peut faire en sorte que, par exemple, une chaîne de télé puisse faire des breaking news, pour dire, par exemple, puisque Donald Trump dit que moi, mes tweets sont des déclarations officielles, des breaking news sur un certain nombre de choses, notamment, par exemple, la position sur le climat, la position sur la guerre en Irak, etc. et tout ça. Donc, du coup, on change la tendance. On ne parle plus donc des médias classiques, on parle plutôt donc on va dire des réseaux sociaux. On part en fait des nouveaux supports pour réellement donc insuffler toute la dynamique en fait à la politique. Merci. Merci,